À tous, dernière partie du cours MO04, la couche liaison de données. Alors, tout d'abord, première chose importante, la couche liaison de données sert à contrôler la couche physique. Quand est-ce qu'on transmet du signal ou quand est-ce qu'on le retransmet s'il y a eu potentiellement une collision suivant la couche liaison effectivement utilisée. Donc la couche liaison ne s'occupe que de transférer des données entre une machine et la machine adjacente ou le routeur ou le point d'accès Wi-Fi. Donc dans ce contexte, on va parler de nœuds pour la source et la destination et de liens qui interconnectent ces nœuds. Donc il peut être un lien filaire ou un lien sans fil. Les informations échangées au niveau 2 sont appelées des trames. Okay. Donc les couches de niveau liaison de données, il y en a de multiples sur Internet, du 3G, du Wi-Fi, de l'Ethernet, du Bluetooth. Donc ce faisant, elles ont beaucoup de propriétés distinctes les unes des autres, mais il y a un certain nombre de propriétés communes. La première, c'est la capacité de mettre en trame, donc de récupérer des informations de la couche au-dessus, en général des détagrammes IP, mais ça peut être aussi des informations ARP, comme on le verra tout à l'heure. Donc on récupère les informations de la couche au-dessus, on les met en trame, on les envoie, on dit à la couche physique de les envoyer sur le médium, après avoir rajouté des adresses MAC source et destination. Et la couche liaison va gérer la façon dont la couche physique fonctionne, quand est-ce qu'elle transmet, quand est-ce qu'elle doit retransmettre. Autre propriété importante ou service qu'on va retrouver dans toutes les couches liaison, ou propriété plutôt du service, c'est est-ce qu'on est capable d'émettre dans les deux sens. Si on est capable d'émettre dans les deux sens à un instant donné, entre deux nœuds sur un lien, on va parler de lien full duplex, de protocole full duplex. C'est par exemple le cas d'ADSL. On est full duplex, il y a des fréquences montantes, des fréquences descendantes. C'est le cas aussi d'Ethernet. On a un certain nombre de fils utilisés pour la connexion montante dans un sens et des fils utilisés pour la connexion dans l'autre sens, dans le câble Ethernet. Au contraire, le Wi-Fi est half duplex. À un instant donné, c'est soit le point d'accès Wi-Fi qui parle à une machine, soit la machine qui parle au point d'accès Wi-Fi, mais on ne peut pas avoir de communication simultanée. Après, on va avoir un certain nombre de services en fonction de la couche liaison spécifique utilisée. On peut par exemple avoir du transfert de données fiable. On l'a par exemple, on l'a vu en TD en Wi-Fi. Dans ce cas-là, à chaque fois qu'une trame est envoyée, par exemple de la machine vers le point d'accès Wi-Fi, le point d'accès Wi-Fi renverra un NAC, et la même chose dans l'autre sens. Donc ça, c'est ce transfert de données fiable est indépendant du transfert de données fiable qui peut avoir lieu par exemple au niveau de la couche TCP. Si par exemple un TCP ACK revient au niveau du point d'accès Wi-Fi, le point d'accès Wi-Fi le met dans une trame, dans un paquet IP, dans une trame, l'envoie à la machine renverra un NAC au niveau de sa couche liaison, juste pour dire au point d'accès Wi-Fi, j'ai bien reçu cet ensemble des données, et un peu plus tard, peut-être on verra des données repassées au niveau TCP, mais c'est indépendant le niveau TCP et le niveau Wi-Fi. On peut avoir du contrôle de flux pour que les récepteurs n'aillent pas trop vite par rapport l'émetteur n'aille pas trop vite par rapport au récepteur. On peut détecter des erreurs de transmission. On peut éventuellement aussi en corriger suivant la couche utilisée. Où se trouve implémentée la couche liaison de données? Eh bien, comme elle contrôle la couche physique, elle est principalement dans la carte réseau, mais elle est aussi en partie dans le système d'exploitation de votre machine, parce qu'il faut faire le lien entre le système d'exploitation et la carte réseau elle-même. Donc la couche liaison est bilocalisée entre ces deux éléments. On va regarder maintenant un peu plus en détail les protocoles d'accès, ou les familles de protocoles d'accès multiples. Donc on fait une différence entre le cas où il n'y a qu'un seul récepteur, on va parler de communication point à point, c'est par exemple le cas d'ADSL, ou le cas où il y a plusieurs récepteurs potentiels, assez typiquement le Wi-Fi, le mobile, le satellite, donc plutôt du sans fil. La façon dont on partage le canal, il y a trois grandes familles existantes. Première famille, on fait un partitionnement fixe du canal.
par exemple la DSL, des fréquences pour le signal montant, des fréquences pour le signal descendant. Deuxième type d'algorithme, on ne partage pas le canal de manière fixe. Quand une machine veut parler, elle utilise la totalité du canal. Par contre, il va falloir, cela peut engendrer des collisions, il va falloir gérer des collisions. C'est ce que font Ethernet et Wi-Fi. Dernier type d'algorithme, l'algorithme de type chacun son tour, dans lequel quand un nœud émet, il utilise la totalité du canal, mais il n'a pas le droit d'émettre quand il veut, il a le droit d'émettre que s'il possède une petite trame spéciale qu'on appelle un jeton. Et donc le jeton passe de machine en machine. Quand j'ai le jeton, je transmets, je passe après à mon voisin. C'est le cas des protocoles historiques Token Ring, mais également plus récemment de Bluetooth. Donc les protocoles d'accès aléatoire, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Quand un nœud veut envoyer des données, il transmet à la capacité maximale R du canal. Donc cela peut engendrer des collisions et les protocoles MAC donc doivent dire à la couche physique quand est-ce qu'elle transmet, détecter des collisions et décider quand il faut retransmettre. Donc Wi-Fi et Ethernet, les deux protocoles principaux d'accès aléatoire qui nous intéressent dans le cadre du cours d'introduction au réseau, sont les héritiers du protocole, des protocoles ALOA, qui historiquement étaient les premiers protocoles développés dans les années 70, dans lesquels on avait décidé de mettre en œuvre cette idée que le canal était partagé et qu'une machine utilisait la totalité du canal pour pouvoir, quand elle voulait transmettre. Donc très rapidement, quelques idées sur ALOA. Pour l'ALOA sloté, on suppose que toutes les trames ont la même taille, le temps est divisé en slots égaux, et un nœud peut transmettre seulement au début d'un slot. Okay. Cela peut engendrer des collisions, et la façon dont on gère ça, c'est si un nœud ne détecte pas de collision, il peut continuer à transmettre le slot d'après. S'il détecte une collision, alors il ne retransmettra le slot d'après qu'avec une probabilité P. Donc par exemple P égale 0,1, égale 10%. Un exemple pour bien comprendre, ici on a 3 nœuds, au premier slot les 3 nœuds essayent d'émettre, donc ça nous fait une collision. Le slot d'après, ils tirent chacun un nombre, aucun n'obtient un nombre inférieur à 0,1, donc ils ne transmettent pas. Le slot d'après, c'est les nœuds 1 et 2, à nouveau collision. Le slot encore d'après, c'est seulement le nœud 2, donc le nœud 2 arrive à transmettre, etc. etc. Donc on voit que ce protocole est intéressant parce que quand une machine émet, elle émet à la vitesse maximale du canal. On n'a pas besoin d'avoir une forte synchronisation entre les machines, elle regarde juste s'il y a eu collision ou pas. Donc c'est un protocole très simple et il fonctionne bien parce qu'on est rarement dans le cas d'ici où 3 machines essayent d'émettre en même temps. En général, il n'y en a qu'une seule qui essaye d'émettre parce que les machines émettent de manière sporadique. L'héritier de ces protocoles, c'est le protocole CSMA CA ou CD, qui sont Ethernet ou Wi-Fi. Donc en fait là, la distinction entre les deux se joue sur la capacité à détecter qu'il y a eu collision. Dans Ethernet, le signal revient par le fil et on est capable de détecter qu'il y a eu collision. Dans le Wi-Fi, on n'en est pas capable. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait explicitement un accusé de réception qui vienne soit du point d'accès Wi-Fi par exemple, ou de la machine, suivant qui a émis. Voilà, c'est tout pour CSMA et les protocoles d'accès multiples. On va passer maintenant à deux autres éléments importants. ARP, le protocole ARP, et la façon dont les commutateurs fonctionnent et apprennent les adresses MAC. Donc le protocole ARP, il sert à quoi? Il sert à une machine à trouver l'adresse MAC correspondant à une adresse IP. Donc le protocole ARP est juste au-dessus d'Ethernet. Donc on va voir passer une trame Ethernet dans laquelle il y a du ARP. L'adresse destination du premier échange ARP va être une adresse de diffusion dans laquelle une machine dit à une autre, une machine va transmettre une requête qui a cette adresse IP. On le transmet en diffusion, donc avec l'adresse de diffusion que des bits à 1 au niveau MAC. La machine qui possède cette adresse IP renvoie
un paquet ARP en disant je possède cette adresse IP et la machine, en l'occurrence toutes les machines ici, vont mettre à jour leur table ARP de correspondance entre l'adresse IP et l'adresse MAC. Okay. Donc la première utilisation de ce protocole ARP, c'est quand votre machine doit apprendre l'adresse, quand une machine doit apprendre l'adresse MAC de la passerelle, hein, parce que une machine au niveau DHCP ou au niveau configuration automatique ne connaît que l'adresse IP de la passerelle. Or, lorsqu'on en transmet une trame sur Internet, vers Facebook, vers Google, c'est pas l'adresse IP qui nous intéresse. L'adresse IP, ce sera celle du serveur final, c'est l'adresse MAC de la passerelle. Okay. Donc, ARP est utilisé en premier lieu pour ça. Dernier, alors partie importante du cours, les commutateurs, donc les switches, sont des éléments qui travaillent au niveau de la couche MAC, c'est-à-dire qu'ils ne résonnent que sur les adresses MAC source et destination, et rien d'autre, pas sur les adresses IP. Ce sont des protocoles plug and play, c'est-à-dire qu'ils sont complètement transparents pour vos machines, et ils apprennent par eux-mêmes où se trouvent les émetteurs et récepteurs, donc les adresses MAC émettrices et réceptrices. Donc par exemple ici on a un switch sur lequel sont connectées 5 machines. Initialement le switch ne connaît pas quelle adresse MAC est derrière tel port, donc sa table de commutation est vide. Au moment où A transmet un message, le commutateur apprend que A est derrière 1. S'il ne sait pas où est A', il va répliquer la trame sur les ports 2, 3, 4, 5, 6, pas sur le port 1. Et quand A' va répondre, le switch va maintenant apprendre que A' est derrière le port numéro 4. Okay. Donc tout ceci se résume dans l'algorithme qui est ici présenté à la fin. Lorsque le switch reçoit une trame, il enregistre la correspondance entre la source et le lien d'entrée. Il regarde ensuite la destination. S'il la connaît, alors il transmet, sauf si cela vient du même lien, c'est-à-dire que A', par exemple, serait derrière le même lien ici, parce qu'il y aurait un autre switch qui connecterait A'. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de retransmettre sur les liens 2, 3, 4 des interfaces 2, 3, 4, 5, 6. Mais dans les autres cas, on transmet à la destination. Si par contre, on ne connaît pas la destination, on ne sait pas où est A', on va juste répliquer la trame venant de A sur tous les liens de sortie. Voilà, je vous remercie.